et nous allons terminer en chanson. Donc merci d'être venus et bon spectacle. Madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elles, dans mon cœur, trop de bulles s'assemblent et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons, indubitablement. Et je vous promettrai 1000 fois le contraire, que je ne serai pas en pouvoir de le faire. C'est pour me quereller, donc, à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi? Je ne querelle point. Mais votre humeur, madame, est ouverte trop à ceux qui donnent leur cœur. Des amants que je fais me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir, ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non, ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à leur vœu moins facile et moins tendre. Ah, je sais que vos appas vous suivent en tout lieu. Et votre accueil retient ce qu'attirent vos yeux. Mais sa douceur offerte à qui vous rend les armes achève sur les cœurs l'ouvrage de vos charmes. Le trop riant espoir que vous leur présentez attire autour de vous leurs assiduités. Et votre complaisance un peu moins étendue, de tant de soupirants chasserait la cohue. Mais enfin, dites-moi, madame, par quel sort votre cri tendre a l'heure de vous plaire si fort? Sur quel fond de mérite et de vertu sublime appuyez-vous en lui l'honneur de votre estime? Qu'injustement de lui vous prenez de l'ombrage. Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tous ceux qu'il a d'amis. Oh, perdez votre procès, madame, avec constance, et ne ménagez point un rival qui m'offense. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux. Ah, c'est que tout l'univers est bien reçu de vous. C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, puisque ma complaisance est surtout s'effancher. Et vous auriez plus lieu de vous en offenser si vous me la voyiez sur un seul ramassé. Et moi, que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Le bonheur de savoir que vous êtes aimé. Et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé? Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant? Certes, pour un amant, la fleurette est mignonne, et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci, de tout ce que j'ai dit, je me dédis ici. Et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Soyez content. Morble. Faut-il que je vous aime? Ah, que si devant moi je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur. Je ne le sais pas. Je fais tout mon possible à rompre de ce cœur l'attachement terrible. Même mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici. Et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi. Oh, il est vrai, votre ardeur est pour moi 100 secondes. Et je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir et jamais personne n'a, madame, aimé comme je fais. En effet, la méthode en est toute nouvelle, car vous aimez les gens pour leur faire querelle. Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur, et l'on n'a jamais vu un amant si grondeur. Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin ne passe.
tout nous démêler. Coupons chemin, de grâce. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi, si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Mes talons sont trop... ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs, et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Oui, j'ai aimé un homme. Oui, un homme m'a aimé. Comme seuls les enfants simplement savent aimer, aimer, aimer. Mais pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'ai pu rien changer. Je suis comme je suis faite comme ça. Un grand texte surréaliste de Jacques Prévert. Ah, la pêche à la baleine! Ah, la pêche à la baleine! Crie le père d'une voix courroucée à son fils, Prosper, sous l'armoire allongée. Ah, la pêche à la baleine, tu ne veux pas y aller? Et pourquoi donc? Et pourquoi donc que j'irais pêcher une bête qui m'a rien fait, papa? Voilà Pépé, voilà pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé, sur la mer, démonté. Voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière. La soupière au bouillon, la mer était mauvaise, la soupe était bonne. Et voilà sur sa chaise, Prosper qui se désole. Oh, à la pêche à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi donc que je n'y ai pas été? Peut-être que l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger. Et voilà la porte qui s'ouvre, et ruisselant d'eau, le père apparaît, hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table. Une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu. Et dit d'une voix lamentable, dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. Et voilà Prosper qui se lève, et regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleu comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Oh, mais pourquoi donc que je dépecerai une bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part. Et il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare, et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en part. Ah! Ah! Crie le cousin Gaston. Ah, ça me rappelle la chasse aux papillons. Et voilà Prosper qui prépare les faire-part. La mère, qui prend les deuils de son pauvre mari. Et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Soudain, elle s'écrie: oh, mais pourquoi donc j'ai tué ce pauvre imbécile? Maintenant, les autres, ils vont me pourchasser en motogodille. Oh, alors, éclatant d'un rire inquiétant, elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant: madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez, la baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la, dans une quinzaine d'années, sans doute, putain, reviendra.
Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot en passant vous perdez tout. La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille du plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin. Il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, 2 pensuliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau à la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voici ». Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Un grand essai romantique de Victor Hugo. De Victor Hugo, le crapaud. Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses. C'était à la fin d'un jour d'orage, et l'Occident changeait l'ondée en flammes, en son brasier ardent. Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, un crapaud regardait le ciel. Bête éblouie, grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Pourquoi la souffrance? Et pourquoi la laideur? L'eau miroitée, mêlée dans l'herbe, dans l'ornière. Le soir se déployait ainsi qu'une bannière. L'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli. Tout s'apaisait dans l'air, dans l'onde. Et plein d'oubli, le crapaud, sans effroi, sans honte, sans colère, tout. Regardez la grande auréole solaire. Un homme qui passait vit la hideuse bête, et frémissant lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre, ayant un livre qu'il lisait. Puis une femme, une fleur au corset, vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle. Et le prêtre était vieux, et la femme était belle. Vinrent 4 écoliers, sereins comme le ciel. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre où l'âme est asservie peut commencer ainsi le récit de sa vie. On a le jeu, l'ivresse, l'aube dans les yeux, on a sa mère, on est des écoliers joyeux. Ah, que faire? Sinon de torturer quelque être malheureux. Le crapaud se sauvait au fond du chemin creux. C'était l'heure où dans les champs les profondeurs s'adurent. Fauve, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Oh, tuons ce vilain animal, et puisqu'il est bien laid, faisons-lui bien du mal !» Et chacun d'eux riant, l'enfant rit quand il tue. Se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant les trous de l'œil crevé, blessant les blessures. Ravi,
applaudi du passant, car les passants riaient. Et l'ombre sépulcrale couvrait ce noir martyr qui n'a même pas un râle. Et le sang, sang affreux, de toutes parts coulé sur ce pauvre être ayant pour crime d'être laid. Alors qu'il fuyait, il avait une patte arrachée, un enfant le frappait d'une pelle ébréchée, son front saignait, son œil pendait. Dans le genêt, la ronce effroyable à voir et cheminait. Oh, on eût dit qu'il sortait de quelque affreuse serre. Oh, la sombre action empirait la misère. Il put leur échapper, glissant le long des haies. L'ornière était béante, et les traîna ses plaies, lavant la cruauté de l'homme en cette boue. Et les enfants, avec le printemps sous les joues, blonds, charmants, ne s'étaient jamais tant divertis. Tous parlaient à la fois, et les grands et petits criaient « Viens voir Pierre, viens voir Michel, viens voir Pierre. On va pour l'achever, prendre une grosse pierre. » Un des enfants revint avec un gros pavé pesant, mais pour le mal aisément soulevé. Vous allez voir comment cela va faire. Or, à ce même instant, juste à ce point du jour, le hasard a mené un chariot très lourd tiré par un vieux âne, maigre, éclopé et sourd. Cet âne, racé, boiteux, lamentable, après 2 jours de marche, approchait de l'étable. Il tirait une charrette et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Il avait dans les yeux, voilé d'une vapeur, cette stupidité qui est peut-être stupeur. Et l'ornière était creuse et si pleine de boue, et d'un versant si dur que chaque tour de roue était comme un lugubre et rauque arrachement. Et l'âne allait geignant et l'allié blasphémant. La route descendait et poussait la bourrique. L'âne songeait, passif, sous le fouet, sous la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas. Les enfants, entendant et la roue le pas, se tournèrent alors et virent la charrette. Oh, ne mets pas le pavé sur le crapaud, la voiture descend et va passer dessus. Oh, c'est bien plus amusant. Hein. Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière où le monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud. Et, triste, hélas, penché sur un plus triste, il sembla le flairer avec sa tête basse. Se força, se damné, se patient, fit grâce. Il rassembla sa force éteinte et, roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, résistant à l'ânier qui riait « Avance !» maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence, avec lassitude, acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bas, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre le misérable. Puis, sous un coup de fouet, il reprit son chemin. Alors, lâchant la pierre, échappé à sa main, un des enfants, celui qui conte cette histoire, sous la voûte infinie, à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Laisse-le vivre, sois bon !» Un homme chérissait éperdument sa chatte. Il la trouvait mignonne et belle et délicate, qui miaulait d'un ton fort doux. Il était plus fou que les fous. Cet homme donc, par prière, par larmes, par sortilège et par charme, fait tant qu'il obtient du destin que sa chatte, en un beau matin, devient femme. Et le matin même, Maître Sceau en fit sa moitié. Le voilà fou d'amour extrême, de fou qu'il était d'amitié. Jamais la dame la plus belle ne charma tant son favori. Que fait cette épouse nouvelle, son hypocondre de mari? Il l'amadoue, elle le flatte, il n'y trouve plus rien de chatte, et poussant l'erreur jusqu'au bout, la croix femme en tout et partout. Lorsque quelques souris qui rongeaient de la natte troublèrent le plaisir des nouveaux mariés.
Aussitôt, la femme est sur pied. Elle manquait son aventure. Souris de revenir, femme d'être en posture. Pour cette fois, elle a couru à point. Car ayant changé de figure, les souris ne la craignaient point. Ce lui fut toujours une amorce, tant le naturel a de force. Il se moque de tout, certain âge accompli. Le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli. En vain de son train ordinaire, on le veut désaccoutumer. Quelque chose qu'on puisse faire, on ne saurait le réformer. Coup de fourche, ni d'étrivière ne lui font changer de manière. Et fussiez-vous en bâtonner, jamais vous n'en serez les maîtres. Qu'on lui ferme la porte au nez, il repassera par les fenêtres. Un autre texte de Victor Hugo qui est un petit peu amusant. L'ogre. Un brave ogre des bois, sort parti de Moscovie, était fort amoureux d'une fée. Et l'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut. L'ogre, un beau soir de décembre, se présente au palais de la fée et salue, et s'annonce à Lucé comme prince Oglouchki. La fée avait un fils. On ne sait pas de qui. Elle était ce jour-là sortie. Quant au mioche, bel enfant blond, nourri de crème et de brioche, il était près de la porte et jouait au cerceau. On laissa l'ogre et lui tout seul dans l'antichambre. Ah, comment passer le temps quand il neige en décembre, et quand on n'a personne avec qui dire un mot. L'ogre se mit alors à croquer le marmot. C'est très simple. Pourtant, c'est un peu vite, même quand on est ogre et qu'on est moscovite, que de gober ainsi les mioches du prochain. Mais le bâillement de l'ogre est frère de la faim. Quand la dame rentra, plus d'enfants. On s'informe. Elle avise l'ogre avec sa bouche énorme. « As-tu vu ?» cria-t-elle. « Le bel enfant que j'ai ?» Le bon ogre naïf lui dit « Je l'ai mangé. » « Oh, c'était maladroit. Vous jugez plutôt ce que devint l'ogre devant la mer, furieuse qu'on ne soupait de son dauphin. Que l'exemple vous serve. Aimez, mais soyez fin. Adorez votre belle. Adorez-la avec justesse, avec délicatesse, avec tact. Quand on est amoureux, mais vraiment amoureux, eh bien, il y a des moments où c'est tout de suite, qu'on a envie de lui faire savoir combien on l'aime et combien elle vous manque, surtout si c'est le début d'une vraie histoire d'amour, et qui faisait qu'elle n'habite pas dans la même ville que vous. Alors il y a deux solutions, le téléphone ou le télégramme. Le téléphone, bien sûr, mais quoi de plus simple qu'un simple télégramme qu'elle pourra lire, garder, relire, apprendre par cœur, porter sur elle, enfin. Télégramme téléphoné 351, j'écoute. Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme, s'il vous plaît. Pour la France. Oui, pour la France. Quel numéro êtes-vous? Odéon 2745. Adressé à Mademoiselle Colette Mercier. Colette Mercier, Marcel Eugène Raoul, Célestin Irma Raoul. Oui. L'adresse? 23 Square Lamartine, Besançon. Département? Le Doubs, je crois. Besançon, d'où le texte? Mon chéri. Comment? Mon chéri. Mon chéri ou ma chérie? Non,
Mon chéri. Bon, mon chéri, comme une en-tête de lettres. Oui, si vous voulez. Mon chéri. Mon chéri 2 fois. Non, une fois, mademoiselle. Ensuite, J'entends le vent. Je t'aime. j'entends le vent, je t'aime. Ensuite, Ensuite, la ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours en place. oh attendez, depuis que tu es parti, la quoi? La statue. Comme une statue. Oui, c'est ça, mademoiselle. La statue est à la même place, c'est ça? Oui, c'est ça, mademoiselle. Eugène Sue me regarde. Je t'aime. Eugène comme le prénom. Oui, Ensuite, Sue. Eugène Sue. éplé. Oui, et S comme Suzanne, U comme... Ursule. oui, et E comme Eugène. Su. Oui, mademoiselle. Ensuite, Me regarde. Je t'aime. je t'aime. Je pense à toi. Je pense à toi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Alors 3 fois je t'aime? Oui, mademoiselle. Paul. C'est la signature? Oui. Je vous relis. Vous êtes Odéon 2745, adressé à mademoiselle Colette Mercier, Marcel Eugène Raoul, Célestin Irma Raoul, 23 Square Lamartine, Besançon Doubs. Mon chéri, je t'aime, la ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours à la même place. Eugène Sue me regarde, je t'aime, je pense à toi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Signé Paul. Merci, mademoiselle. Lire un autre grand texte romantique du XIXe siècle, Théodore de Banville. Je sauve du tremplin alors dans ce texte-là. Moi, je parle d'une personne qui s'appelle Lasaki. Lasaki, c'est un homme qui faisait du trampoline, il paraît qu'il était très très doué, très très fort pour ce sport. C'est lui la référence. Ça donne ceci. Clown admirable, en vérité. Et je crois que la postérité, dont sans cesse l'horizon bouge, le reverra. S'appelait au flanc, il était barbouillé de blanc, de jaune, de vert et de rouge. Même jusqu'à Madagascar, son nom était parvenu. Car c'était, selon tous les principes, d'après le cercle de papier, sans jamais les estropier, il traversait le rond des pipes. De la pesanteur, il le franchit. Sans y voir clair, il eût franchi les escaliers du Pyrénées. La lumière qui le frappait faisait resplendir son toupet comme un brasier dans la fournaise. Il s'élevait à des hauteurs telles que les autres sauteurs se consumaient en lutte vaine. Il le trouvait décourageant et murmurait « Quel vif argent ce démon a-t-il dans les veines ?» Tout le peuple criait « Bravo, bravo pour le clown !» Mais lui, par un effort nouveau, semblait roidir sa jambe nue. Et sans que l'on sût avec qui, cet ému de Lasaki parlait bas en langue inconnue. C'était avec son cher tremplin. Il lui disait « Théâtre plein d'aspirations fantastiques, tremplin qui tressaille des mois. Quand je prends un élan, fais-moi bondir plus haut, planche élastique. Frêle machine, ô impuissant, fais-moi bondir, moi qui me sens plus agile que les panthères, si haut que je ne puisse voir dans leur crue à la binoire ces épiciers et ces notaires. À part quelques prodiges pompeux, fais-moi monter si tu le peux jusqu'à ces sommets où en brouillant les cheveux vermeils des soleils et des planètes se croisent la foudre et les aigles. Plus haut encore, jusqu'au ciel pur, jusqu'à ce tapis dont l'azur couvre notre prison mouvante, jusqu'à ces rouges orients où marchent des dieux flamboyants, fous de colère et d'épouvante. Ah, plus haut, plus loin. Ah, je vois encore des lunettes d'or, des demoiselles, des réalistes, plus haut, plus loin, de l'air, des ailes, du bleu, du bleu. Enfin, de son vil échafaud, le clown sauta si haut, qu'il creva le plafond de toile au son du corps et du tambour, et le cœur dévoré d'amour alla rouler dans les étoiles.
Et un moment de petite chanson avec un refrain en commun pour terminer donc la soirée. Alors on va partir en voyage. Loin, loin, loin du côté de Tours. On commence. Mon arrière-grand-mère m'a conté l'histoire de son mariage. C'est un beau roman du temps passé qui débuta par un beau voyage. En ce temps-là, pour aller loin, on connaissait à peine le train, mais l'on trouvait déjà bien beau la voiture et les chevaux. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en capotant, voyageurs toujours contents. Il y avait un vieux notaire, un curé et son bréviaire, une fille à marier, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le crier priait, et la belle rougissait en silence. Le monsieur parlait et lui récitait des rondeaux et des sonnets. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en capotant par la pluie et le beau temps. Lorsque les chevaux péniblement avaient fait 30 kilomètres, à l'hostellerie du Cheval Blanc, on passait la nuit pour s'en remettre. Pour aller de Paris à Tours, il fallait bien au moins 8 jours. Évidemment, ça laissait le temps de se connaître amplement. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en capotant, voyageurs toujours contents. Lorsque la côte était dure, ils descendaient de voiture et poussaient allègrement, car c'était le règlement. Le ciel était bleu et le beau monsieur faisait les 12 yeux à la belle, tandis que le curé se disait, ça y est, ces deux-là, je vais les marier. La petite diligence sur les beaux chemins de France arriva enfin à Tours, et c'est tout le roman d'amour. C'est toujours pareil en France, mis à part les diligences. Si l'on veut se marier, il faut savoir voyager. Il faut savoir voyager. Allez, plus encore, plus. La petite diligence sur les grands chemins de France s'en allait en capotant, voyageurs toujours contents. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carotant par le pluie et le beau temps. Le salut. Merci à toutes et à tous d'être Bravo. venus ici. Merci beaucoup Merci, c'est sympathique. de votre écoute, de votre attention. En espérant que ça vous a un Je peux passer une bonne soirée tous ensemble. Je vous remercie d'être tous là. On se retrouve là-haut si vous voulez. On va boire un verre ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous avez beaucoup répété. Merci. Bravo, bravo. C'était très bien, génial. Merci. Un connaisseur. Alors là, je vous donne un petit aperçu d'une pièce qu'on joue le 2 juillet.